Mon nom est Emily Carter. J'ai 32 ans. Et le jour où j'étais censée devenir une épouse, je me tenais dans ma robe de mariée, fixant des rangées de chaises vides où ma famille aurait dû être. Pas un seul d'entre eux n'est venu. Ni ma mère, ni mon père, pas même l'homme qui, 2 soirs auparavant, m'avait regardé dans les yeux et avait promis de me conduire jusqu'à l'hôtel, quoi qu'il arrive. Je vérifiais l'entrée toutes les quelques secondes, jusqu'à ce que cela devienne humiliant. Puis j'ai cessé de faire semblant et j'ai tendu la main vers mon téléphone, les doigts tremblants. J'ai appelé ma sœur en premier, car au fond de moi, je savais déjà quelle était la raison. Elle a répondu à la 2e sonnerie, riant comme si j'avais interrompu quelque chose d'amusant. Puis elle l'a dit lentement et cruellement, comme si elle voulait que je ressente chaque mot, maman et papa ont fait un autre choix. Quand j'ai appelé ma mère, sa voix était neutre, presque agacée, comme si j'étais celle qui créait le drame. Elle m'a dit que la fête de ma sœur était plus importante et que je devais faire preuve de maturité pour une fois. Mature. Le jour de mon mariage, alors que mes invités évitaient mon regard, ma demoiselle d'honneur restait figée, incrédule, et mon mari se tenait à mes côtés, essayant de maintenir un moment que ma propre famille avait brisé. Je me suis mariée quand même. J'ai souri pour les photos quand même. J'ai gardé la tête haute, même si quelque chose en moi s'effondrait et se durcissait en même temps. Et le lendemain matin, depuis une plage à des milliers de kilomètres, j'ai posté une seule photo de lune de miel. En moins d'1 heure, j'avais 58 appels manqués, 12 messages vocaux et plus de SMS que je n'en avais reçu 2 au cours des 6 derniers mois réunis. C'était le moment où j'ai enfin compris quelque chose, il l'avait choisi sans hésitation. Et cette fois, je me choisissais moi-même sans culpabilité. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite et pourquoi cette seule photo a plongé ma famille dans la panique, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Les gens pensent que de telles trahisons se produisent en un seul moment explosif. Mais la vérité est qu'elles se tissent généralement au fil des ans, une insulte à la fois, une excuse à la fois, une petite humiliation à la fois, jusqu'à ce que la coupure finale semble presque inévitable. Je ne suis pas devenue la fille oubliée le jour de mon mariage. Je répétais ce rôle depuis l'enfance, bien avant d'avoir les mots pour nommer ce qui se passait. Ma sœur s'appelait Vanessa. Et dans ma famille, Vanessa n'était jamais juste Vanessa. Elle était la lumineuse, l'excitante, celle qui riait plus fort, qui faisait une entrée plus remarquée, celle des excuses sans fin, des sauvetages sans fin, des deuxièmes chances sans fin. Si elle oubliait un anniversaire, elle était débordée. Si j'en oubliais un, j'étais égoïste. Si elle mettait le désordre, elle était pleine d'esprit. Si je faisais une erreur, cela devenait la preuve que j'étais trop sensible, trop sérieuse, trop difficile, trop rigide, trop. Au moment où j'ai été assez âgée pour comprendre le schéma était déjà devenu la structure de toute notre maisonnée. Ce qui rendait les choses pires, c'est que je continuais d'essayer. Je n'étais ni paresseuse, ni amère, ni jalouse. J'ai travaillé. J'ai construit. J'ai gagné. Je suis devenue styliste parce que créer de belles choses me donnait le contrôle sur un monde qui ne me semblait jamais juste. Le tissu écoutait quand les gens ne le faisaient pas. La structure avait un sens quand l'amour n'en avait pas. Un ourlet, une silhouette, une marge de couture. Ces choses suivaient des règles. Les gens de ma famille, jamais. Je pouvais prendre le chaos et le transformer en forme. Et pendant un temps, cela m'a sauvée. Mais même là, ma famille trouvait des moyens de minimiser mon succès. Quelques mois avant le mariage, j'ai invité tout le monde à mon atelier pour un aperçu de la collection capsule que j'avais passé près d'1 an à construire. C'était à ce moment-là la plus grande étape professionnelle de ma vie. Et je me souviens avoir arrangé chaque pièce comme si elle comptait, parce qu'elle comptait vraiment. Une robe comportait un travail de perles finies à la main qui m'avait pris 3 semaines. Un autre manteau était doublé d'un tissu que j'avais acheté lors de mon premier voyage de sourcing indépendant. Un ensemble en soie, dans le coin arrière, représentait 6 ébauches ratées avant que je n'y arrive enfin. Je voulais, pour une fois, être vue. Vanessa est arrivée en retard, a jeté un coup d'œil pendant moins d'1 minute, et a demandé si c'était le « petit projet sympa » dont je parlais tout le temps. Mon père a ri.
Ma mère a esquissé ce sourire tendu et nerveux qu'elle arborait chaque fois qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle choisissait la commodité plutôt que le courage. Vanessa a soulevé l'un des vêtements entre deux doigts et a dit qu'elle supposait que c'était « joli pour un truc local ». Puis elle a annoncé qu'elle organisait un événement d'anniversaire de luxe et qu'elle avait besoin de l'avis de tout le monde sur les thèmes floraux, la musique et les listes d'invités. En quelques secondes, la conversation a changé. Mon travail a disparu. Mon moment a disparu. J'ai disparu. Restant là cette nuit-là, j'ai remarqué quelque chose que j'avais ignoré pendant des années. Ma famille ne m'avait pas oublié accidentellement. Ils se détournaient activement chaque fois que c'était mon tour d'être célébré. Ils détournaient l'attention avec une facilité effrayante, comme si ma joie était quelque chose d'incommode qui devait être minimisé avant de devenir trop visible. Plus tard, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dessiné en silence jusqu'à 3 heures du matin. J'ai esquissé une robe avec un panneau doré vif au centre et une couture sombre qui disparaissait sur le côté. J'ai nommé l'esquisse ombre dorée parce que c'était exactement ce à quoi ma vie ressemblait. Chaque étape importante que j'atteignais devenait en quelque sorte un détail de fond dans la performance de Vanessa. Chaque réussite que j'obtenais devenait quelque chose à reconnaître poliment, puis à rapidement mettre de côté. Et pourtant, une partie de moi croyait encore qu'un mariage serait différent. Sûrement y avait-il des moments qu'une famille aussi déséquilibrée protégerait. Sûrement un père choisirait-il le mariage de sa fille plutôt qu'une fête. Sûrement une mère entendrait-elle « J'ai besoin de toi » et répondrait-elle comme une mère. J'avais tort sur tous les fronts. La semaine précédant la cérémonie, j'ai commencé à remarquer des signes que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Ma mère répétait qu'il jonglait avec les horaires. Mon père semblait distrait chaque fois que je mentionnais la répétition. Vanessa postait en ligne des comptes à rebours vagues pour la « fête de la saison », débordant d'une excitation suffisante et d'une sorte d'énergie triomphante que je ne pouvais pas tout à fait situer. Quand j'ai demandé s'il y avait un conflit, elle m'a dit que tout ne tournait pas autour de moi. J'ai voulu insister davantage, mais j'avais passé tant d'années à ravaler mes instincts que j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai trouvé des excuses pour des gens qui n'avaient jamais fait de même pour moi. Je me suis dit qu'ils finiraient par venir. Je me suis dit qu'aucune famille ne pouvait être aussi cruelle de manière aussi flagrante. La veille de mon mariage, j'ai étendu ma robe sur le lit et je l'ai fixée longtemps. C'était la seule chose dans la pièce qui semblait honnête. Des lignes épurées, une structure solide, pas de faux semblants. Cette robe ne me mentait pas. Les gens, oui. Et quelque part au fond de moi, sous l'espoir, la planification et le déni, je crois que je savais déjà à quel point ma famille était prête à aller loin pour prouver que Vanessa passerait toujours en premier. Le matin du mariage a commencé par le silence, et j'aurais dû comprendre alors que le silence peut être plus assourdissant que le chaos quand il vient de personnes qui avaient promis de se présenter. Mon mari, Daniel, était calme, de la manière dont seules les personnes profondément fiables le sont. Il continuait de prendre de mes nouvelles sans me faire sentir épié. Il arrangeait de petites choses avant que je ne les remarque, tenait ma main quand j'oubliais de respirer, et m'a dit plus d'une fois que quoi qu'il arrive, nous aurions quand même notre journée. Il a ajusté mon voile, s'est assuré que je buvais de l'eau, et m'a regardé d'une manière qui disait que je n'étais pas difficile à aimer. Je voulais le croire. Je voulais tellement que l'amour soit plus fort que l'humiliation, mais chaque minute qui passait rendait de plus en plus difficile d'ignorer l'évidence. Les invités du côté de Daniel sont arrivés souriants, magnifiquement habillés, portant des cartes et des vœux chaleureux, et la sorte de présence stable que j'avais autrefois cru garantie par la famille. De mon côté, il y avait quelques amis dispersés, 2 anciens collègues et une tante par alliance qui semblaient embarrassés d'être la seule parente présente. Pas de parents, pas de sœurs, pas d'explication. Au début, je me suis dit qu'ils étaient en retard. Puis je me suis dit que la circulation était mauvaise. Puis je me suis dit que peut-être il y avait eu une petite urgence et qu'ils allaient surgir par les portes en s'excusant d'une minute à l'autre. Puis j'ai arrêté de me mentir et j'ai passé le premier appel. Vanessa a répondu sur fond de musique forte, de gens qui acclamaient, de verres qui s'entrechoquaient. Je me souviens encore de la montée de sang dans mes oreilles quand elle a ri et a demandé pourquoi j'avais l'air tendu. J'ai demandé où étaient nos parents. Elle a dit qu'ils étaient avec elle, bien sûr.
Elle a dit que son événement était trop important pour le quitter à mi-chemin. Puis elle a ajouté la phrase qui m'a blessée plus profondément à cause de la désinvolture avec laquelle elle l'a prononcée: ils ont fait un choix. Et cette fois, ce n'était pas moi. Quand j'ai appelé ma mère, j'attendais de la honte, de la panique, des excuses, n'importe quoi d'humain. Au lieu de cela, j'ai eu de l'irritation. Elle m'a dit que Vanessa avait dépensé beaucoup d'argent pour la fête et qu'il y avait trop de personnes importantes. Elle a dit que j'étais déjà au mariage, alors quelle différence cela ferait-il s'ils arrivaient en retard ou pas du tout? Elle a dit qu'un mariage durait plus longtemps qu'une fête, ce qui était précisément la raison pour laquelle je devais faire preuve de compréhension. Je me tenais là, dans ma robe, des fleurs à la main, écoutant ma mère expliquer pourquoi mon mariage pouvait survivre à l'abandon plus facilement que la fête de ma sœur ne pouvait survivre à un désagrément. À ce moment-là, quelque chose en moi est devenu complètement immobile, non pas brisé, non pas fracassé, mais immobile comme une porte qui se verrouille silencieusement. Daniel a vu mon visage avant que je ne dise un mot. Il ne m'a pas demandé de leur pardonner. Il ne m'a pas dit que la famille était compliquée. Il ne m'a pas encouragé à attendre un peu plus longtemps ou à espérer le meilleur. Il a juste pris mon téléphone de ma main, l'a mis en mode silencieux, et a dit très doucement: « Alors, que ce jour nous appartienne. » Alors, j'ai fait quelque chose que ma famille n'aurait jamais cru que je ferais. J'ai cessé de les poursuivre. J'ai cessé de supplier pour une décence élémentaire. J'ai cessé d'essayer d'extraire de l'amour de personnes qui ne savaient que le retenir. Nous avons eu la cérémonie. J'ai marché seule jusqu'à l'autel. Mon menton est resté haut. Ma voix est restée stable pendant mes vœux, bien que mes mains aient été assez froides pour trembler. Et quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, les personnes qui étaient réellement là ont applaudi avec une telle sincérité que j'ai failli pleurer, non pas à cause de qui manquait, mais parce que j'ai soudainement compris à quel point j'avais gaspillé d'énergie à essayer de gagner l'amour de personnes qui me mesuraient à l'aune de Vanessa avant même que j'ouvre la bouche. Après la réception, quand le dernier invité était parti et que les fleurs commençaient à faner sous la chaleur, je me suis assise seule pendant 10 minutes dans la suite nuptiale et j'ai regardé mon reflet. Mascara intact, boucle d'oreille toujours là, sourire disparu. Je m'attendais à la dévastation. Au lieu de cela, j'ai vu la clarté s'installer comme la lumière du soleil. Chaque insulte, chaque renvoi, chaque dîner de famille où mes réalisations avaient été interrompues ou moquées, chaque célébration à moi engloutie par le drame de Vanessa, chaque promesse qui m'avait été faite et brisée pour sa commodité. Tout s'alignait si parfaitement qu'il devenait impossible de le nier. Mon mariage n'était pas l'exception. C'en était la preuve. Plus tard cette nuit-là, après que Daniel et moi sommes rentrés à l'hôtel, mon père a finalement appelé. J'ai laissé sonner. Puis ma mère a appelé. Puis Vanessa. Ensuite, le chat de groupe s'est illuminé d'excuses faibles déguisées en inquiétude. J'en ai lu suffisamment pour voir que le schéma n'avait pas changé. Ils n'étaient pas horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient horrifiés que je puisse enfin cesser de l'accepter. Alors, avant d'aller dormir, je les ai tous bloqués. Pas sous le coup de la colère, mais par compréhension, pas impulsivement, pas de manière dramatique, mais définitivement. Si l'histoire se terminait là, elle serait encore douloureuse. Mais ce ne serait pas une histoire de vengeance. Ce ne serait qu'un autre récit sur une fille qui guérit en silence, tandis que les personnes qui l'ont blessée continuaient leur vie sans être affectées. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le premier véritable changement est survenu pendant la lune de miel. Bien qu'aucun de nous ne l'ait encore réalisé, Daniel et moi nous sommes envolés pour Sainte-Lucie 2 jours après le mariage, car le voyage avait déjà été payé, plus important encore, parce que je refusais de laisser ma famille gâcher une chose de plus. J'ai passé le premier jour à marcher sur la plage comme quelqu'un qui avait échappé à un incendie mais qui sentait encore la fumée dans ses cheveux. Tout était beau d'une manière que le chagrin déteste, l'eau éclatante, le sable propre, le ciel ouvert, la lumière du soleil adoucissant chaque contour. La beauté peut sembler offensante quand votre cœur est rempli de colère. Daniel l'a compris aussi. Il m'a donné de l'espace quand j'avais besoin de silence, et de la proximité quand j'avais besoin de la preuve que tout le monde ne part pas. Il ne m'a jamais demandé de tourner la page avant que je ne sois prête. Il n'a jamais semblé mal à l'aise quand je me taisais. Le deuxième matin,
je me suis réveillée avant le lever du soleil et je me suis retrouvée à fixer mon téléphone. Le journal d'appels bloqués était absurde. Des dizaines déjà. Des messages vocaux de numéros que je n'avais pas encore bloqués. Des messages de cousins qui ne me parlaient jamais à moins que Vanessa ne crée une crise. Il aurait été facile de me laisser aller à cette attention, de la traiter comme la preuve que je comptais après tout. Mais je savais mieux. La panique n'est pas l'amour. Le regret n'est pas la loyauté. L'urgence n'est pas le respect. Alors, au lieu de répondre à qui que ce soit, j'ai posté une photo. Daniel m'embrassant le front sur le rivage, mon alliance visible. La légende, simple et calme, juste mariée, reconnaissante pour la paix. C'était tout. Pas de diatribe, pas d'accusation, pas de mention de ce qu'ils avaient fait. Mais le silence, lorsqu'il est juxtaposé à la vérité, peut être plus dévastateur que n'importe quel discours public. En moins d'une heure, mon téléphone a explosé. 58 appels manqués. Les SMS s'empilaient si vite qu'ils se confondaient. Ma mère a exigé de savoir pourquoi j'avais l'air heureuse. Mon père a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit que nous quittions le pays. Une cousine a écrit que mes parents étaient frénétiques. Vanessa a envoyé 6 messages en moins de 10 minutes, tous une variation de fausse confusion et d'indignation offensée, comme si je l'avais trahi en ne restant pas publiquement misérable. J'ai écouté un message vocal de ma mère et j'ai dû rire parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce qu'elle sonnait vraiment quand elle avait peur. Pas peur de me perdre émotionnellement, mais peur de perdre l'image d'elle-même en tant que bonne mère. Elle n'arrêtait pas de demander où nous étions, si c'était réel, pourquoi j'avais fait quelque chose de si dramatique en ligne, pourquoi je n'avais pas attendu pour en parler en famille. C'est là que j'ai compris. Mon poste de lune de miel avait fait ce que mes larmes n'auraient jamais pu faire. Il montrait au monde que j'étais capable de passer à autre chose sans leur permission. Et les gens l'avaient remarqué. Des amis ont commencé à commenter avec des félicitations. D'anciens camarades de classe ont écrit des choses gentilles. Quelques personnes qui connaissaient ma famille ont envoyé des messages privés pour dire qu'elles avaient entendu dire que mes parents avaient manqué le mariage et ne pouvaient pas le croire. Une personne dont je ne révélerai jamais le nom m'a dit que la fête de Vanessa commençait déjà à tourner au vinaigre parce que les invités chuchotaient sur l'endroit où mes parents auraient dû être. Apparemment, l'un des participants avait directement demandé à mon père s'il partait tôt pour se rendre à la cérémonie de son autre fille, et mon père avait balayé la question avec une blague, si faible qu'elle n'avait fait que refroidir l'ambiance. Au moment où mon post est devenu public, l'histoire avait commencé à se répandre précisément dans les cercles auxquels mes parents tenaient le plus. Des cercles respectables, des cercles sociaux, des cercles liés aux affaires, le genre construit sur les apparences, le langage moral et les réputations soigneusement polies. Soudain, leur choix n'était plus privé. Soudain, les gens faisaient le lien. Et une fois que les gens commencent à remarquer un schéma familial, ils remarquent plus de choses que vous ne le souhaiteriez. Ils commencent à réinterpréter d'anciens dîners, d'anciens commentaires, d'anciennes absences, un ancien favoritisme qui semblait autrefois mineur et qui semble maintenant systémique. Ce même après-midi, j'ai reçu un autre message de quelqu'un de chez moi, me disant que ma mère avait essayé d'appeler le lieu de réception après le mariage, demandant des photos supplémentaires, comme si elle pouvait se réintégrer à un événement qu'elle avait abandonné. Le coordinateur, qui adorait Daniel et moi, a poliment refusé. Mon père a contacté un ami de la famille, espérant adoucir l'histoire avant qu'elle ne se propage davantage. Au lieu de cela, l'ami lui a posé la question que personne dans ma famille n'avait jamais osé poser clairement: comment pouvez-vous manquer le mariage de votre fille pour une fête d'anniversaire et vous appeler encore un parent? Même depuis un autre pays, je pouvais sentir les premières fissures se former. Non pas parce que j'avais crié, non pas parce que j'avais combattu, mais parce que je refusais de jouer la douleur pour eux. Parce que j'avais l'air paisible sur une photo qu'ils s'attendaient à voir hantée. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone, me suis blottie contre l'épaule de Daniel et j'ai regardé le soleil se coucher dans l'océan. Pour la première fois depuis des années, la paix ne semblait pas passive. Elle semblait puissante. Quand nous sommes rentrés à la maison, les dégâts causés à l'image de ma famille se propageaient déjà plus vite qu'ils ne pouvaient les contrôler. Et ce qui était pire pour eux, c'est que je n'avais presque rien dit. Les gens se méfient de la personne qui parle trop,
mais ils prêtent une attention particulière à celle qui dit peu et laisse les faits parler d'eux-mêmes. Mon absence parlait pour moi. Mon numéro bloqué parlait pour moi. Mes photos de mariage sans mes parents parlaient pour moi. Pendant des années, Vanessa avait prospéré parce que chaque conflit dans notre famille était reformulé comme ma réaction excessive. Elle était assez charmante pour transformer la cruauté en trait de personnalité, l'égoïsme en éclat, la manipulation en malentendu. Mais cette astuce ne fonctionne que lorsque les preuves sont floues. Cette fois, elle ne l'était pas. Une date de mariage et une date de fête. Une allée vide et une piste de danse pleine. Un père absent à la cérémonie d'une fille tout en tenant une coupe de champagne à l'événement d'une autre fille. Même les gens qui avaient passé des années à excuser ma famille manquaient de mots pour les défendre. Je suis retournée au travail immédiatement, en partie parce que j'avais besoin de structure, et en partie parce que la création avait toujours été le moyen le plus pur pour moi de traiter la douleur. J'ai commencé à concevoir une nouvelle collection avec des silhouettes plus nettes que tout ce que j'avais fait auparavant. Moins d'excuses, plus d'autorité. J'ai nommé la ligne d'après l'allée. Chaque pièce portait un écho de ce qui s'était passé. Des drapés sectionnés qui se rejoignaient, plus forts. Des corsages asymétriques équilibrés par une structure interne cachée. Des tissus doux renforcés par une coupe inattendue. Une veste avait un panneau fendu fermé par des crochets presque invisibles, le genre de détail qui ne se révèle que de près. Une acheteuse m'a dit plus tard que les pièces donnaient l'impression d'une retenue avec un pouls. Les acheteurs y ont répondu d'une manière qui m'a même surprise. Ils ont dit que la collection semblait émotionnellement intelligente, comme si elle avait survécu à quelque chose et refusait de s'effondrer. Cette description était plus juste qu'ils ne le savaient. Puis un après-midi, alors que je préparais des échantillons de tissu pour une présentation privée, Vanessa a appelé depuis un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Sa voix est arrivée imprégnée d'une fausse douceur. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses. Elle a dit que nos parents étaient dévastés. Elle a dit que toute la situation avait été exagérée en ligne et que les gens jugeaient injustement la famille. Remarquez ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit qu'ils étaient désolés d'avoir manqué mon mariage. Elle n'a pas dit qu'ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. Elle a dit que les gens les jugeaient. Leur douleur recommençait encore une fois là où l'opinion publique les touchait. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Elle a essayé une tactique différente. Elle a dit que j'étais cruelle en les excluant tous. Elle a dit que notre mère avait à peine dormi. Elle a dit que notre père était embarrassé à son club. Elle a dit que j'avais peut-être fait passer mon message et que je devrais cesser de les punir. Les punir, comme si mon silence était une violence et leur abandon un simple malheureux concours de circonstances. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi est presque revenue, celle qui était entraînée à expliquer, adoucir, absorber, traduire, aplanir et donner aux gens des versions plus douces de la vérité afin qu'ils ne se sentent pas accusés. Puis je me suis souvenu de moi, debout dans ma robe de mariée, écoutant la musique de sa fête à travers le téléphone. Je me suis souvenu de ma mère appelant maturité ce qui était en réalité une capitulation. Et je me suis souvenu que la vengeance ne signifie pas toujours la destruction. Parfois, cela signifie refuser de sauver les gens des conséquences qu'ils ont eux-mêmes créées. Vanessa a dû sentir que je ne pliais pas, car sa douceur s'est fissurée. Elle a dit que je prenais plaisir à cela. Elle m'a accusé de monter les gens contre la famille. Elle s'est moquée de ma petite vague de sympathie en ligne et a sous-entendu que cela s'estomperait une fois que tout le monde se serait souvenu de qui j'étais vraiment. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ri, pas fort, pas de manière théâtrale, juste assez pour qu'elle entende que je n'étais plus intimidée. Puis je lui ai dit que pendant qu'elle était occupée à essayer de gérer les ragots, je venais de signer un accord de développement de 6 chiffres avec un groupe de vente au détail boutique intéressé à distribuer ma nouvelle ligne. Le silence à l'autre bout de l'appel a duré assez longtemps pour être palpable. Vanessa a finalement dit que ce genre de choses arrivait tout le temps aux gens chanceux. J'ai répondu que la chance n'avait rien à voir avec le fait de travailler pendant qu'elle organisait des fêtes et que nos parents répétaient des excuses pour elle. Elle a craqué. Elle m'a accusé de penser que j'étais meilleure que tout le monde parce que des inconnus aimaient mes vêtements. J'ai dit, non,
Je n'avais tout simplement plus besoin que ma valeur me soit expliquée par des gens qui n'en avaient aucune à offrir. Puis j'ai raccroché. Une semaine plus tard, j'ai appris par des contacts communs que la situation de Vanessa commençait à se dégrader. Elle avait essayé d'utiliser sa fête comme un tremplin social, espérant impressionner des investisseurs liés à un projet de marque de style de vie auquel elle voulait participer. Mais l'histoire du mariage la suivait dans chaque pièce. Les gens ne faisaient pas confiance à quelqu'un qui se vantait d'avoir été choisi au détriment de la cérémonie de mariage de sa sœur. Une femme lui aurait dit en face que toute cette histoire la faisait paraître infantile et prédatrice. Une autre a refusé une collaboration après avoir vu le ton des publications publiques de Vanessa. Mes parents se sont précipités, bien sûr, essayant de régler le problème de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait, par la pression, le déni et la gestion de réputation. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Plus ils la défendaient, plus le favoritisme semblait évident, et plus les gens revisitaient les incidents passés. J'ai commencé à entendre de vieilles histoires que je n'avais jamais connues. Des collègues qui pensaient que ma mère traitait Vanessa comme une marque et moi comme une note de bas de page. Des voisins qui avaient remarqué depuis longtemps que j'étais celle qui faisait le travail familial pratique, tandis que Vanessa était célébrée pour être divertissante. Des amis de la famille qui ont admis qu'ils pensaient autrefois que j'étais distante, jusqu'à ce qu'ils réalisent que je n'avais tout simplement jamais eu ma place. Une fois que l'illusion se brise, elle se brise rarement en un seul endroit. Elle éclate partout. Et une fois que les gens voient la pleine forme d'une dynamique familiale, ils cessent d'aider cette famille à se cacher d'elle-même. À la fin de l'automne, ma vie et celle de ma famille ne se ressemblaient plus du tout. La mienne s'épanouissait. La leur se resserrait sous la pression de leur propre choix. Ma collection s'était vendue lors de sa première série d'aperçus. J'ai été invitée à participer à l'une des vitrines indépendantes les plus respectées de la ville. Daniel et moi avons emménagé dans un loft avec une meilleure lumière, et pour la première fois de ma vie d'adulte, la maison me semblait paisible plutôt que négociée émotionnellement. J'ai commencé à encadrer de jeunes designers les week-ends, principalement des femmes qui avaient du talent, mais pas assez de soutien. Et chaque fois que l'une d'elles me regardait avec le genre de confiance que j'avais autrefois gaspillé avec ma famille, je ressentais à la fois de la tendresse et du chagrin. Cela m'a fait réaliser combien d'années j'avais passé à supplier des personnes émotionnellement immatures de manifester un amour ordinaire. Pendant ce temps, mes parents faisaient face au genre d'isolement social qu'ils avaient toujours craint, mais qu'ils pensaient ne se produire qu'à d'autres. Les invitations se sont ralenties. Les explications les suivaient. Lors d'une collecte de fonds à laquelle ma mère assistait depuis des années, quelqu'un aurait demandé si Vanessa était la fille qu'ils avaient privilégiée au détriment d'un mariage ou si cette histoire avait été exagérée. Ma mère est partie tôt. Mon père a essayé de se plaindre à un ami de la manière dont les affaires familiales privées avaient été déformées, et l'ami lui a dit que les affaires familiales privées cessent d'être privées quand on abandonne sa fille publiquement. Même les proches qui étaient restés neutres commençaient à prendre leur distance, car personne ne voulait être associé à un scandale construit sur un favoritisme aussi flagrant. Mais le coup le plus dur est venu d'une direction à laquelle Vanessa ne s'attendait pas. Ses propres opportunités professionnelles se sont taries. Elle avait passé des années à se construire par l'accès, le charme et un éclat emprunté. Mais ces choses sont fragiles quand les gens commencent à remettre en question votre caractère. Un petit rôle de consultante qu'elle courtisait discrètement a disparu. Une organisatrice d'événements qui avait autrefois loué son instinct social a cessé de lui retourner les appels. Quelqu'un a divulgué des captures d'écran de Vanessa plaisantant dans une discussion de groupe sur le fait que mon mariage serait toujours là plus tard. Et bien que les captures d'écran ne soient jamais devenues véritablement virales, elles ont suffisamment circulé sur la scène locale pour confirmer ce que tout le monde avait commencé à soupçonner, que rien de tout cela n'avait été un accident. Il n'y avait eu aucune urgence, aucune crise, aucun malentendu tragique. Ils avaient simplement décidé que j'avais moins d'importance. Ma mère a appelé depuis 3 nouveaux numéros ce mois-là. Je n'ai jamais répondu. Mon père a envoyé un long email, puis un autre plus court, puis un message par l'intermédiaire d'un oncle, demandant si nous pouvions nous rencontrer en privé, sans colère. Cette phrase m'a irritée plus que tout parce qu'elle exposait si clairement la stratégie familiale. Il voulait toujours que la personne blessée se présente calme, gracieuse et disponible pour la négociation.
Tandis que les personnes qui avaient causé le tort conservaient le droit d'être imparfaites, émotionnelles, débordées, incomprises. J'en avais fini de participer à ce théâtre. Alors, au lieu de répondre à l'un d'eux, j'ai écrit une lettre que je n'ai pas publiée en ligne. Je l'ai envoyée par la poste à leur domicile. Dedans, j'ai tout exposé avec la précision que j'avais autrefois réservée à la conception de patron. J'ai écrit que l'absence à mon mariage n'était pas le début du problème, seulement la preuve la plus claire. J'ai énuméré les années de favoritisme, les humiliations, les promesses non tenues, la façon dont chaque étape importante de ma vie avait été traitée comme un désagrément de planning. J'ai écrit, à chaque fois que Vanessa voulait de l'attention, sur les anniversaires éclipsés, les dîners détournés, les excuses jamais faites, et l'attente épuisante que je sois toujours la personne raisonnable après avoir été traitée de manière déraisonnable. J'ai écrit que je ne continuerais aucune relation basée sur le déni. J'ai dit que je n'étais plus disponible pour la responsabilisation sélective, le révisionnisme émotionnel ou une unité familiale qui n'exigeait un sacrifice que de ma part. Je ne les ai pas insultés. Je ne les ai pas menacés. J'ai simplement rendu la vérité impossible à mal interpréter. Le dernier paragraphe est celui qui, je le sais, a porté le plus. Je leur ai dit que la partie la plus douloureuse de mon mariage n'était pas qu'ils ne m'aient pas aimé suffisamment pour venir. C'était qu'ils s'attendaient à ce que je les aime encore assez pour continuer à prétendre que c'était acceptable. Après avoir envoyé cette lettre, j'ai senti quelque chose en moi s'installer pour de bon. Pas de rage, pas de triomphe, mais de l'autorité. Des semaines plus tard, j'ai appris par une cousine que ma mère avait pleuré à cause de la lettre pendant des jours. Mon père a cessé d'aborder le sujet en public parce que chaque tentative le faisait paraître pire. Et Vanessa les a apparemment accusés d'avoir élevé Émilie pour qu'elle soit vindicative, ce qui aurait été presque drôle si ce n'était pas si révélateur. Même alors, elle ne pouvait pas imaginer une version de moi alimentée par le respect de soi au lieu du ressentiment. Dans son monde, si j'arrêtais de servir le scénario familial, ce devait être parce que j'étais devenue cruelle. Elle ne pouvait toujours pas comprendre la vérité plus simple. J'étais devenue lucide. J'étais devenue exacte. J'étais devenue quelqu'un qui ne confondait plus l'endurance avec l'amour. La dernière fois que je les ai vus tous les trois en personne, c'était devant l'entrée du Winter Vanguard Showcase, le plus grand événement de ma carrière. À ce moment-là, près d'un an s'était écoulé depuis le mariage. Ma ligne était passée d'une collection façonnée par le chagrin à une identité à part entière. Des acheteurs venaient d'autres États. Les éditeurs avaient commencé à utiliser des mots comme discipline, architecture émotionnelle et tailoring intrépide pour décrire mon travail. Daniel, qui m'avait vu me reconstruire de l'intérieur, se tenait à mes côtés cette nuit-là, tandis que les photographes faisaient des flashs et que le personnel se déplaçait à une vitesse folle. Mon nom figurait sur le programme en caractères gras. La collection qui clôturait le défilé s'appelait « Choisie », ce qui semblait approprié pour des raisons que seul moi comprenais pleinement. J'avais déjà donné des instructions à la sécurité, des semaines auparavant, pour que certaines personnes ne soient pas admises. Non pas parce que je voulais du drame, mais parce que je respectais enfin suffisamment ma propre paix pour la protéger à l'avance. 10 minutes avant le début du défilé, l'une des coordinatrices de l'événement m'a discrètement informé que mes parents et ma sœur étaient dehors, exigeants d'être admis. Exigeants, et non demandants. Apparemment, ma mère pleurait. Mon père insistait sur son droit de soutenir sa fille. Et Vanessa avait déjà essayé de contourner l'entrée en affirmant qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle devait être en coulisses. Famille. Le mot avait toujours été utilisé comme une clé lorsqu'il voulait l'accès, et comme une arme lorsqu'il voulait l'obéissance. Pendant une seconde suspendue, toute l'ancienne douleur est revenue en trombe, l'allée vide, le téléphone pressé contre mon oreille, le ton mort dans la voix de ma mère, la musique de la fête de Vanessa. Puis, tout aussi rapidement, le sentiment est passé. J'ai demandé à la coordinatrice s'ils avaient des billets. Ils n'en avaient pas. J'ai demandé s'ils avaient été invités. Ils ne l'avaient pas été. J'ai dit alors que la réponse était non. Quelques minutes plus tard, la curiosité m'a tiré vers l'entrée latérale où je pouvais voir le moniteur du hall. Les voilà. Ma mère serrant son sac à main avec la posture théâtrale désespérée qu'elle adoptait toujours quand elle avait besoin de sympathie.
Mon père semblant plus petit que dans mes souvenirs, en colère parce que la honte était la seule émotion qu'il ne savait jamais comment porter. Vanessa, dans une robe chère qui semblait étrangement toujours insécure. La sécurité est restée polie. Les portes sont restées fermées. Puis le moment est passé de triste à définitif. Vanessa a commencé à pleurer assez fort pour attirer l'attention, disant qu'elle voulait juste dire à sa sœur qu'elle était désolée. Mon père a demandé à la sécurité s'il comprenait qui il était. Ma mère, dans une phrase qui résumait parfaitement sa vision du monde, a dit que nous ne devions pas faire cela ce soir parce que les gens regardaient. Pas nous n'aurions pas dû faire ce que nous avons fait. Pas nous n'aurions pas dû l'abandonner. Juste, pas ça ce soir parce que les gens regardent. J'aurais pu y aller. J'aurais pu leur offrir une conversation privée, un geste symbolique, une version de miséricorde qu'ils n'avaient pas méritée, mais qu'ils auraient volontiers affiché comme preuve que tout était en train de guérir. 1 an plus tôt, je l'aurais peut-être fait. Mais les histoires de vengeance deviennent satisfaisantes quand le protagoniste cesse de confondre l'accès avec l'amour. Alors, je me suis détournée et j'ai marché vers la ligne de défilé. Quand la musique a commencé et que le premier mannequin est entré sous les lumières, je me suis sentie plus légère que le jour de mon propre mariage. Chaque look de cette collection était une déclaration sur le fait de se choisir après des années à être rendu optionnel. La pièce finale était une robe sculpturale ivoire avec une coupe dramatique à travers une épaule et une fermeture finie à la main dans le dos, invisible de face, mais maintenant toute la structure ensemble. C'était la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. Quand j'ai salué à la fin du défilé, les applaudissements ont roulé sur moi comme le tonnerre. Les flashs ont éclaté. Les acheteurs se sont levés. Les éditeurs se sont penchés en avant. Et quelque part derrière ces portes, les personnes qui croyaient autrefois pouvoir manquer mon mariage et conserver encore ma dévotion apprenaient la leçon trop tard. Après le défilé, mon téléphone s'est de nouveau illuminé. Pas avec des appels manqués cette fois, mais avec des offres, des interviews, des listes de souhaits de la part d'acheteurs, des félicitations de personnes qui avaient vu toute l'histoire laide et qui voyaient maintenant la fin clairement. J'ai appris plus tard que Vanessa avait essayé de publier des excuses publiques peu de temps après, mais les commentaires ont afflué plus vite que le soutien. Les gens étaient fatigués des regrets polis qui n'arrivaient qu'après les conséquences. Mon père a complètement cessé d'assister à certaines fonctions sociales. Ma mère m'a contacté une dernière fois par le biais d'une carte manuscrite qui disait qu'elle espérait que je me souviendrais un jour que la famille est imparfaite. Je n'ai jamais répondu parce que l'imperfection n'a jamais été le problème. Le problème était le choix. Ils avaient choisi sa fête plutôt que mon mariage. Ils avaient choisi les apparences plutôt que l'amour, le confort plutôt que le courage, et le déni plutôt que la responsabilisation. Et j'avais finalement choisi une vie où leur approbation était sans importance. Si vous me demandez maintenant si je regrette de les avoir bloqués, la réponse est non. Les perdre a fait mal une fois. Les garder aurait fait mal pour toujours. Alors oui, le jour de mon mariage, ma famille m'a laissé tomber pour la fête de ma sœur. Et oui, la photo de lune de miel a été le début de leur panique. Mais la vraie fin était celle-ci. Ils pensaient que je resterais la fille qui attendait à la porte en espérant être choisie. Au lieu de cela, je suis devenue la femme qui a construit sa propre porte et a décidé précisément qui n'y franchirait plus jamais le seuil.